Bonjour à toutes et tous. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vous parle depuis Rennes et je suis très heureux de cette invitation et de cette occasion qui m'est donnée d'échanger avec vous. J'espère que le fait de ne pas être présent ne va pas entacher les moments d'échange qui ont déjà commencé. Pour me présenter rapidement, je suis directeur de recherche émérite, ce qui signifie retraité au CNRS, ce qui me permet au fond d'avoir l'avantage de ne plus faire que ce que j'aime faire et d'avoir écarté de mon chemin tout ce qui me pesait dans mon métier, que j'ai beaucoup aimé néanmoins. J'aborde des questions qui vous intéressent un peu d'un autre point de vue. Mon champ d'expertise, de recherche était au départ les questions familiales et les politiques publiques en direction de la famille. Et puis, du fait de mon âge, bien entendu, j'ai étendu ça aux réflexions sur l'état social, à la comparaison des questions sociales. J'ai fait une thèse pour ma part de sociaux il y a bien sûr pas mal de temps avec un vieux monsieur qui m'a beaucoup appris sur la question sociale, qui était Robert Castel. Et donc j'ai continué un peu dans ce chemin à introduire les questions familiales dans la réflexion sur les évolutions des États qu'on appelle Providence en France, ou que je préfère appeler des États sociaux. Alors, j'aborde, moi, les questions qui vous préoccupent du point de vue de l'attitude qu'a eu l'État à l'égard des parents. Et comme la sociologie, je crois, n'est pas forcément une discipline immédiatement utile pour les interventions, je crois qu'elle est au moins utile pour éviter l'amnésie, c'est-à-dire se rappeler que ce qui nous préoccupe aujourd'hui a déjà une assez longue histoire, que les attentes qu'ont, disons, les pouvoirs publics à l'égard du travail des familles, du travail de socialisation des familles, est profondément inscrit dans cette histoire longue. Alors, du coup, dans la dernière partie de ma carrière, je me suis préoccupé de cette, au fond, invention d'un petit segment des politiques de la famille, des politiques publiques de la famille, qu'on appelle les politiques de soutien à la parentalité. C'est d'abord un néologisme qui maintenant nous parle à tous et qui est même dans le dictionnaire, bien entendu, mais qui est un nouveau mot pour parler de quelque chose qui s'appelait autrement précédemment. Quand on parle de la parentalité, en fait, on veut parler essentiellement de la fonction des parents, du rôle des parents, des pratiques parentales. Et d'ailleurs, le français n'est pas la seule langue qui a inventé un néologisme pour parler de cela, puisque les anglophones, les anglo-saxons, comme on dit parfois, ont inventé eux aussi un néologisme qui s'appelle le parenting. Au fond, ils ont choisi de conjuguer un substantif pour mettre l'accent sur ce que font les parents, beaucoup plus que sur cette question qui parfois préoccupe aussi, qui est de savoir qui est le parent. Qui est le parent au sens où ce n'est pas nécessairement le géniteur qui est le parent, c'est celui qui occupe la place et la fonction. Donc le parenting, c'est un peu ça. Et dans le soutien à la parentalité, on voit bien qu'il s'agit de soutenir les parents dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire, dans leur pratique. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Moi, je vois la salle et je veux bien partager les diapos comme ça a été fait tout à l'heure. Vous me verrez en petite vignette sans doute, et moi aussi, à moins que ce ne soit pas possible de... C'est déjà le cas. D'accord, ok. Donc, du coup, je ne peux pas voir cette image-là. Je vais passer directement sur mes diapos pour qu'on ait les mêmes visions. Est-ce que c'est toujours plein écran pour vous? Non. Ah, donc en fait, il faut que je refasse ça. Là, c'est bon? Ouais, là c'est en plein écran. Oui. D'accord.
Alors, pour introduire un peu cette histoire du soutien à la parentalité et du coup remonter dans le temps pour nous souvenir de la façon dont ces questions étaient posées, je vais d'abord évoquer un peu justement la transition directe avec ce que vous venez d'évoquer, ces interactions enfants, parents, école, en défendant que, bien sûr, ces interactions sont complètement enchâssées dans ces systèmes d'attente réciproque. Les parents ont beaucoup d'attentes à l'égard de l'école, et on pourrait dire l'école a aussi beaucoup d'attentes à l'égard des parents. Et cette interaction est donc complètement envahie par toute une série de sujets partagés par les deux pôles, si on peut dire, de cette interaction. Le premier enfin, des sujets envahissants, l'interaction parent-enfant, parent-école, c'est bien sûr la question de la réussite scolaire. Tous les pays ne sont pas autant concernés que le nôtre par cette thématique de la pression scolaire, de l'envahissement de cette question scolaire et de la réussite des enfants à l'école, mais on ne peut pas nier qu'en France, on est parmi les pays où cet enjeu de la réussite scolaire est particulièrement prégnante et on peut l'estimer en tout cas, parvenir à polluer une grande partie des interactions que peuvent avoir les parents avec leurs propres enfants, et parfois très tôt dans l'histoire de ces enfants. Tant l'école, non seulement occupe une grande partie du temps des enfants, mais aussi devient de plus en plus un enjeu, une course. Certains disent une course du rat qu'est l'enfant dans le système scolaire, qui se complexifie au gré de l'avancée en âge. Je reprends volontiers d'ailleurs les termes qu'utilisent François Dubé ou Marie Durubella. Ils ont bien sûr beaucoup écrit sur l'impact de la massification de l'accès à l'école, de cette massification qui transforme en grande partie le travail des enseignants. On n'est plus du tout dans la même configuration. Moi qui vous parle et qui suis un homme né dans le milieu des années 50, bien entendu, je peux dire que j'ai connu probablement un autre monde de l'école et du lycée, précisément parce que la proportion d'élèves au lycée n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La proportion d'une génération qui accédait ou pouvait obtenir le baccalauréat n'était pas non plus comparable. Et d'une certaine façon, on peut dire que beaucoup de choses se sont passées qui doivent nous conduire à penser en termes de succession de générations. Les générations d'aujourd'hui ne sont pas pris dans le même système d'interaction enfant-parent-école parce que la question scolaire s'est beaucoup transformée. Je reprends aussi du coup leur expression d'emprise scolaire. Et par emprise scolaire, ils évoquent la colonisation de l'éducation familiale par cette question de l'école. Si on simplifiait un peu, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, dans les interactions parents-enfants, et évidemment de plus en plus au collège puis au lycée, les interactions sont centrées sur qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. On sait très bien qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée au lycée ou au collège, est-ce qu'il y a eu des contrôles, et très vite on peut arriver sur des questions comme comment ça s'est passé, qu'est-ce que, comment tu penses que tu as performé, et puis on peut par la suite essayer de savoir ce qu'ont été justement les notes, voire même la moyenne de la classe, et on peut vérifier tout ça sur Internet. Donc on est dans une emprise scolaire qui peut modifier complètement la relation qu'entretient le parent avec son propre enfant. Et Durubella et Dubé parlent même d'une transformation des parents en coach scolaire. Ça a déjà été dit, donc je n'insiste pas. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Il y a bien sûr cette idée de la performance, idée de la compétition, idée de cette guerre des places qui opère à l'école. On sait que le diplôme ne suffit pas à garantir la transition vers l'emploi et vers l'autonomie économique et l'indépendance, mais on sait que sans diplôme, les chances sont encore beaucoup plus réduites. C'est donc pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Donc, on a là une des raisons de cette question de la performance à l'école, de la compétition scolaire.
Je voudrais insister sur un petit point qui n'a pas été évoqué, mais qui pourtant commence à occuper beaucoup les interactions entre les enseignants et les élèves, mais aussi bien sûr entre les enseignants et les parents, c'est l'apparition, l'explosion, et même presque l'épidémie d'anxiété qu'on trouve chez des adolescents à l'égard de l'école et même chez des jeunes adultes avec ce qu'on appelle en France la phobie scolaire ou le retrait social anxieux, et avec ce qu'on commence à repérer, qui est un comportement qu'on pensait culturellement situé en Asie et même au Japon, puisque eux ont mis un nom sur ce retrait scolaire massif, qui sont les hikikomori. Donc l'ikikomori qui se replie dans sa chambre et qui ne peut plus se rendre à l'école, c'est un symptôme qui prend des proportions et qui au Japon, en effet, même s'il y a eu beaucoup de controverses sur l'ampleur de ce phénomène, a tout de même concerné probablement entre 600 000 et 1 200 000 jeunes, ce qui est absolument massif et qui a conduit bien sûr à une préoccupation politique. Derrière ce symptôme, si on peut dire, il y a du social, puisque c'est plus des garçons que des filles, puisque ça concerne des milieux sociaux qui sont pas nécessairement ceux qu'on appelle les décrocheurs scolaires, parce que ils viennent de milieux sociaux qui ont eu eux-mêmes des difficultés avec la question scolaire. Non, ce sont des élèves, des enfants, des jeunes adultes, des adolescents qui avaient tout pour réussir à l'école et qui pourtant ne parviennent plus à continuer de le fréquenter. Qu'est-ce qui se passe derrière ces symptômes qui ne peuvent pas se résumer à une approche psychiatrique? Donc là, je vous laisse méditer sur cela et savoir si d'ailleurs ça correspond aussi à des expériences que vous pouvez avoir. Donc, tout ça fait qu'il y a bien une question parentale, une question autour du rôle des parents, de la manière dont ils assument ce rôle et en quoi est-ce que ça peut concerner, bien entendu, aussi les pouvoirs publics. C'est un peu de cela dont je voudrais parler. Alors, juste pour parler de ces symptômes émergents, je vous donne une référence puisqu'on a fait un premier petit bouquin avec des collègues de l'Université de Paris-Descartes, Natacha Velu, Christina Figueiredo, Maya Feinstein, qui est un collectif où nous avons impliqué des collègues japonais, des collègues italiens, puisqu'on voit que le phénomène occupe maintenant beaucoup d'espace dans le monde. Et puis, je voudrais vous signaler également ce rapport du Haut Conseil Famille, Enfance et Âge, et en particulier de la section Enfance de ce Haut Conseil, auquel j'ai le plaisir, moi, de contribuer, et qui ont produit un rapport à propos des enfants qui vont mal, et où on voit à la fois un peu un ciseau de demandes qui ne rencontrent plus d'offres, ou en tous les cas, de plus en plus d'enfants, d'adolescents qui manifestent des troubles et de la souffrance psychique et qui ne trouvent pas en face d'eux une offre d'accueil, de soutien en tête-à-tête ou en face-à-face, mais qui, en revanche, se trouve en quelque sorte renvoyé vers du traitement médicamenteux, tant on a affaire à une sorte de misère de la psychiatrie ou de la prise en charge de la santé psychique ou de la souffrance psychique, qui est compensée par une augmentation des usages des psychotropes. Je vous envoie vers ce rapport, il est accessible en ligne, mais les chiffres qui y sont mentionnés sont relativement alarmants, puisque cette consommation des psychotropes par les enfants et les adolescents a augmenté globalement en 7 ou 8 ans de 63% pour les antidépresseurs, de près de 80% pour les psychostimulants, de 150% pour les hypnotiques, les sédatifs, et même pour des médicaments qui sont encore beaucoup plus lourds du point de vue de leurs effets, de près de 50% pour les antipsychotiques. Donc voilà des éléments de contexte avec lesquels je crois il va nous falloir avoir une vigilance, puisque ça constitue un, un contexte qui concerne beaucoup
la relation de certains enfants avec le système scolaire et avec les parents. Alors, pour revenir sur l'histoire de cette relation entre pouvoir public et les parents, bah d'abord de dire que ça n'est pas nouveau. L'idée qu'il faille éduquer les parents à leur propre rôle est une vieille histoire. Elle a commencé dès le début du 19e siècle et même s'est accélérée au cours du 20e siècle. Et au départ, avec l'idée qu'il fallait veiller à se centrer précisément sur le maternage. Donc, quand on parle aujourd'hui des parents, il ne faut pas nier qu'il y a en réalité un ciblage beaucoup plus fort sur le travail des mères, parce que on est dans l'inertie d'un monde dans lequel le travail parental, ça a d'abord et avant tout été le travail maternel. Donc cette question du maternage est bien sûr dans l'optique au 19e et au 20e, de répondre à des problèmes sociaux tout à fait prioritaires qui étaient bien sûr la lutte contre la mortalité infantile. Pour garantir l'accès à la naissance, il fallait bien sûr veiller à la grossesse des mères, à l'accouchement des mères et bien sûr aux premières années de la vie du bébé et de l'enfant, dans l'optique de protéger les enfants contre des mauvais traitements, des malfaçons, des mauvaises pratiques, et puis bien sûr aussi pour essayer de protéger les enfants pauvres de cette condition de misère, pour éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes des problèmes sociaux pour le futur. On a donc eu, tout au long du 19e et du début du 20e, une vraie culture commune qui s'est construite dans les élites de très nombreux pays, de pays à État-providence précisément, avec ces deux chantiers qui étaient une réflexion juridique sur le statut juridique de l'enfant, et puis une réflexion sur la question de l'hygiène et de la protection des enfants, de la protection sanitaire, avec l'invention progressivement de cet art d'élever les enfants qu'on a fini par nommer la puériculture. Dans cette histoire très longue, on a toute une série de congrès qui permettent de se faire une idée des savoirs qui se sont construits à l'époque. Quelqu'un comme Catherine Rollet, qui est une démographe et une historienne de cette histoire du traitement des enfants, elle a pris le soin de regarder comme ça tout au long du XXe de ces grands congrès qui ont permis de se construire cette culture commune. Et elle a repéré d'ailleurs des mondes différents entre la façon dont on a construit ces questions aux États-Unis et la façon dont on les a construites en Europe. Elle a repéré d'ailleurs qu'il y avait un peu deux cultures de cette élite. Une élite aux États-Unis qui était plutôt une élite féminine et une élite en Europe qui était plutôt une élite masculine. Aux États-Unis, des femmes qui s'adossaient sur le début de ces child studies, les recherches portant sur l'enfant avec la psychologie du développement de l'enfant, et puis du côté français, par exemple, surtout, une élite masculine combinant des médecins, mais aussi des juges réfléchissant sur la meilleure manière d'accompagner les parents. Alors, dans cette diapo, si je parle de l'entre-deux-guerres, c'est parce que ça a été un moment particulièrement propice au développement d'un certain nombre d'idées sur ces bonnes pratiques, sur cette bonne pratique d'élevage des enfants, et avec quelque chose que l'on connaît en France qui a une certaine spécificité, puisque, à proprement parler, on a créé dès la fin des années 20 ce qu'on continue de voir exister aujourd'hui, qu'on appelle l'école des parents. Alors, elle s'est beaucoup transformée depuis la fondation, mais néanmoins, elle a été créée dans ce contexte des années 30, de ce contexte de crise idéologique très forte des années 30, qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler un certain nombre d'éléments de notre présent, puisque dans les années 30,
ces années 30-là, celles que nous avons devant nous, d'une certaine manière aussi, beaucoup d'arguments conservateurs sur le déclin de l'Occident, sur le déclin de la spiritualité, sur le déclin de la race, sur l'effondrement de la morale, et sur toutes ces institutions qui vivent une crise forte, comme la famille. Voilà des arguments qu'on trouvait tous les jours, en effet, dans le discours des élites, avec un courant et un contexte tout à fait marqué par une lutte entre des courants catholiques et des courants républicains qui, de façon assez orthogonale, se battaient pour donner leur point de vue sur ce qu'il fallait faire en matière d'éducation. Une des questions qui faisait la une de l'époque, c'était la question de l'éducation des jeunes filles aux questions de sexualité. Là-dessus, on a vu naître toute une polémique qui a, pour une bonne part, créé les conditions pour la création de l'école des parents, où précisément une certaine élite plutôt catholique, plutôt conservatrice, s'est dite que sur cette question de l'éducation des jeunes filles à la sexualité, il ne fallait pas essayer de remplacer les parents par les enseignants. L'idée que des hussards de la République viennent, enfin plutôt des hussards en l'occurrence, initier les jeunes filles à ces questions de sexualité est apparue à certains parents et à une certaine élite de cette école des parents comme un débordement de l'État sur le rôle des parents et une volonté de créer une école des parents pour que les parents parlent aux parents et défendent leur rôle propre contre cette intrusion de l'État sur des questions qui relevaient du rôle parental. Alors, je vais vous donner des éléments de contexte. Celle qui a créé l'école des parents s'appelle Madame Vérine, et Madame Vérine se trouve avoir été également la porte-plume de la question familiale et de ces questions familiales dans le programme de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Alors évidemment, ça n'est pas un acte de naissance facile pour l'école des parents qui s'est débarrassée de tous ces relents vichistes par la suite, après la guerre, mais il faut se souvenir que Madame Vérine a tout de même dans ce programme de la Révolution nationale constructive, un ouvrage de 1941 que je me suis procuré pour ma part pour essayer d'en prendre toute la mesure, publié en 1941. Madame Vérine écrit par exemple des extraits que je vous ai mentionnés ici. Nous, les familiaux éducateurs, c'est comme ça que s'appelaient ces représentants de l'école des parents des origines, sommes des bâtisseurs qui ne travaillons que pour la famille. De la valeur du couple dépendra celle de la famille, mais pour que cette valeur atteigne sa plénitude, il faut que l'épouse garde au foyer l'esprit de la tradition. Nous ne nous lasserons donc jamais de répéter ceci, la femme, épouse et mère est faite pour l'homme, pour le foyer, pour l'enfant. Tant que les jeunes épousés de France ne comprendront pas, ne vivront pas cette vérité de nature, rien ne se reconstruira dans la cité. La femme, la vraie, est faite pour créer dans l'ordre de la vie, et créer dans cet ordre est une telle magnificence, un tel privilège que l'on comprend fort bien que la femme, si avantageusement partagée, n'ait jamais rien pu créer dans l'ordre intellectuel, scientifique et même artistique, car l'œuvre d'art de la femme, ses chefs-d'œuvre doivent être ses enfants, tout accaparement est détestable et destructeur. Je vous laisse méditer sur cette idéologie à l'état brut qui renvoie littéralement la femme à sa fonction de nature et l'écarte de toute autre fonction dans la cité. Heureusement, nous n'en sommes plus là, mais tout de même, le conservatisme peut prendre des accents aussi brutaux, parfois dans un certain nombre d'espaces du monde, qui ne sont pas si loin de nous influencer aujourd'hui. Alors bien sûr, les choses ont évolué et en particulier après-guerre. D'abord, l'école des parents s'est bien sûr complètement renouvelée après-guerre. Elle a continué d'exister en devenant l'école des parents et des éducateurs. Elle a trouvé des antennes bien au-delà d'ailleurs de la France, jusque dans beaucoup d'autres zones francophones. Et bien sûr, toute cette idéologie a disparu, de même que, d'une certaine façon, la question du rôle des experts en psychologie de l'enfant a pris beaucoup d'espace dans le travail de ces éducations des parents. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 à 80? On peut dire que d'une certaine façon, un vrai marché est apparu complètement en dehors de l'État,
sur le conseil aux parents, sur le conseil aux bonnes pratiques, depuis Benjamin Spock, dont je suis moi-même un peu la génération, c'est-à-dire celui qui publie aux États-Unis son premier ouvrage en 1946 qui dit aux mères qu'elles savent déjà beaucoup de choses et qu'il faut valoriser ces connaissances des mères. Ce best-seller qui, dès 1946, sera vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à l'époque. Et puis on va avoir toute une lignée d'autres experts de ce marché du conseil aux parents, que ce soit Brazelton et son fameux documentaire Le bébé est une personne, qui va devenir très célèbre dans les années 80. Pour nous, les premiers ouvrages de Laurence Pernoud, qui va initier des mères à leur propre rôle dès 1956 et qui connaîtra plusieurs éditions, y compris en 1965. Bien sûr, tout aussi connu et célèbre, les travaux de Françoise Dolto, ses consultations radiophoniques, tout ça a joué évidemment un rôle également tout à fait majeur. Et puis du côté des États-Unis, cette influence très insidieuse au départ de la pensée positive, je pense en particulier au travail de Norman Vincent Peale, qui est un pasteur chrétien qui va diffuser toute une idéologie à propos de la famille et de l'éducation positive. Cette éducation positive dont il fera un premier ouvrage dès 1952, donc les vertus de la pensée positive. Il faut noter d'ailleurs que M. Peel est très lié à beaucoup de présidents républicains. Il a d'ailleurs marié, enfin, il a officié lors du mariage, le premier mariage de M. Trump. Donc, vous voyez qu'il est très bien ancré dans cette histoire. Il est bien sûr décédé aujourd'hui, mais son idéologie a fait des petits, et cette éducation positive est devenu au fond une composante tout à fait majeure des travaux de psychologie, la psychologie positive de Martin Seligman, qui a été le président de la très puissante association américaine de psychologie. La psychologie positive, d'une certaine façon, donne ce message élémentaire suivant. La psychologie s'est beaucoup intéressée à ce qui ne va pas. Il faut consacrer au moins autant d'énergie à ce qui fait que l'on va bien, et donc se préoccuper de ce qui fait que l'on va bien, du bien-être de manière générale, est au moins aussi important, bien entendu, que d'essayer de résoudre le mal-être. Cette vertu de la recherche consacrée au bien-être va avoir un puissant succès et va trouver des prolongements du côté de la parentalité. On le verra avec la parentalité positive, dont on connaît aujourd'hui quelques éléments de controverse. Alors, pour avancer dans le temps, voyons ce qui se passe dans les années 90, pardon, avec le tournant de la parentalité. Cette politique publique, elle émerge en effet dans les années 90 seulement, et elle apparaît à peu près au même moment dans beaucoup d'endroits du monde, avec des déclencheurs qui sont d'une part la signature de la Convention sur les droits des enfants en 1989, et puis le rôle que vont jouer des institutions et des institutions européennes, mais aussi, on le verra d'ailleurs, des institutions internationales comme l'OCDE, qui vont de plus en plus se préoccuper de ces questions du bien-être des enfants et de ce rôle des parents. On peut noter pour les institutions européennes la publication par le Conseil de l'Europe en 2006 d'un ouvrage qui s'intitule Résultat d'un colloque Positive Parenting, autrement dit précisément la parentalité positive, ou bien des rapports d'organisations internationales très liées à l'UNICEF qui vont eux aussi produire sur cette question du rôle des parents, sur ces bonnes pratiques des parents et sur ce qu'il faudrait faire en matière de soutien à la parentalité, ce qu'on appelle dans le monde anglophone de parenting support, avec des productions de rapports comme le rapport RAND sur le sujet.
Alors, je vais peut-être sauter cette diapo, mais c'est une diapo dans laquelle j'essaye d'expliquer comment, en France, est apparu progressivement, à l'aune de la création d'un certain nombre d'institutions, mais aussi de la publication d'un certain nombre de rapports nationaux officiels et de rapports internationaux, cette question de la parentalité avec des points de bascule importants, notamment en 1998 pour la France, avec la création de ce qu'on va appeler les réseaux d'écoute, d'accueil et d'accompagnement des parents, les REAP, hein, qui vont jouer un rôle non négligeable pour structurer cette politique de soutien à la parentalité, qui au départ était une politique essentiellement portée par des associations et non pas du tout par l'État. Mais la mise en réseau de ces initiatives locales, de ces initiatives associatives, est un premier pas de la construction d'une politique de parentalité. Alors ma frise est un peu décalée, là vous voyez que c'est bien en 2002 qu'il y a des élections et qu'il va y avoir toute une série de rapports sur le sujet, un rapport du Haut Conseil de la famille, la parentalité en question. Ça, c'est un rapport que j'ai remis pour ma part moi-même d'ailleurs à la demande du Haut Conseil de la famille sur la parentalité que j'avais intitulé la parentalité en question. Puis on a un rapport de l'INSERM sur les désordres comportementaux durant l'enfance qui va faire également beaucoup de polémique. On va avoir presque dans le même temps, en 2007, le rapport du Conseil de l'Europe et le rapport de Child on Europe sur la parentalité. Donc vous avez là toute une succession de rapports. Et puis on va avoir la création en 2010 en France du Conseil national de soutien à la parentalité, des rapports de la Cour des comptes, des rapports à nouveau du Haut Conseil de la famille, des rapports du Conseil d'analyse stratégique. Enfin bref, vous voyez des rapports de l'OCDE qui vont tout ça raisonner et on va structurer progressivement cette politique de soutien à la parentalité en France. Alors, qu'est-ce que c'est au juste que ce soutien à la parentalité? Mary Daly, qui a contribué au rapport du Conseil de l'Europe, propose une définition. Elle dit le soutien à la parentalité, c'est un ensemble d'informations, de soutien, de conseils, de formation et toute une série d'autres mesures ou de services qui visent à influer la manière dont les parents comprennent et assument leur rôle parental. Alors cette définition, elle est importante pour distinguer les politiques de l'enfance des politiques de soutien à la parentalité. Euh, on pourrait dire d'ailleurs que cette distinction entre politique publique en direction de la petite enfance et politique publique en direction des parents, ça n'est pas toujours assez si facile que ça à distinguer. Par exemple, vu de loin, on pourrait dire développer des services à la petite enfance et permettre de soulager les parents ou de compléter le travail des parents en accueillant leurs propres enfants. Est-ce que c'est du soutien aux parents? On pourrait dire bien oui, incontestablement, l'accueil de la petite enfance, c'est un soutien très important pour les parents, ne serait-ce que pour leur permettre d'articuler vie familiale et vie professionnelle, c'est évident. Mais en même temps, c'est se substituer aux parents, en quelque sorte, et non pas viser les parents. Donc le soutien à la parentalité viserait les parents et non pas les enfants. Donc voilà un premier élément de discussion. On va voir qu'il y a du coup un grand nombre de mesures, de dispositifs et d'actions qui vont être produites dans beaucoup de pays développés et de pays européens en particulier à cet égard. Le soutien à la parentalité en pratique, qu'est-ce que ça signifie au juste? D'abord, toute une série de choses communes, on l'a dit, faire de l'information générale à destination de tous les parents. Il faut informer les parents sur ce que sont ces bonnes pratiques, mais aussi sur tous les services qui sont à leur disposition pour les aider dans leur vie quotidienne et pour répondre aux questions qui se posent dans leur découverte du métier et du rôle de parent. C'est du conseil individuel aussi, bien entendu, du coaching en particulier. Ça peut concerner les questions de santé, d'hygiène, mais ça peut concerner aussi toutes les questions de comportement à problème des enfants. Comment faire quand l'enfant ne fait pas ce qu'on attend de lui, comment faire quand il devient compliqué de gérer la vie quotidienne avec lui, etc. Ce sont aussi des cours d'éducation des parents qui peuvent être individualisés ou qui peuvent se faire en groupe.
Et puis, ce sont bien sûr toutes sortes d'aides aux parents pour les accompagner dans leur rôle d'accompagnant scolaire, dans leur rôle de coach scolaire. Il s'agit là non pas d'aider les enfants à faire le travail de l'école, ça c'est le marché de l'aide scolaire aux enfants, non, c'est du soutien aux parents pour que et ils puissent eux-mêmes assurer ce rôle d'accompagnement du travail scolaire. Hein, c'est plutôt de ce côté-là qu'on trouve du soutien. Pour autant, ces pratiques communes du soutien aux parents ne sont pas homogènes totalement, et il y a des différences. Par exemple, il y a ce qui a connu un développement considérable dans beaucoup de pays, qu'on appelle les programmes fondés sur des preuves, qui sont commercialisés avec des labels et des copyrights qui s'achètent et qui peuvent être achetés par des collectivités locales ou par des États, et qui sont des dispositifs fondés sur des expérimentations avec ce modèle des essais randomisés contrôlés, où on expérimente en quelque sorte des dispositifs standardisés et on essaye de montrer qu'ils ont une performance et même une garantie de réussite s'ils sont appliqués en respectant les protocoles qui ont été validés par ces preuves scientifiques. Donc, on a beaucoup de ces programmes qui existent de par le monde aujourd'hui. On a fait dans un rapport pour le Conseil d'analyse stratégique un inventaire de tous ces programmes. Un des plus connus, c'est celui qu'on appelle le Triple P, le Positive Parenting Program, le programme 3P, qui évidemment est commercialisé, qui a été d'abord mis en œuvre par un laboratoire australien et qui a peu à peu été mis en œuvre non seulement en Australie, mais aussi aux États-Unis, au Canada et de par le monde. Il y a même une version française qui a traversé bien entendu l'Amérique du Nord et qui, à partir du Québec, comme d'habitude, est venue jusqu'en France et qui aujourd'hui est implantée également en France. Il y a beaucoup d'autres programmes, je vous laisserai regarder ce rapport du Conseil d'analyse stratégique qui en fait l'inventaire, Incredible Years, beaucoup de programmes anglo-saxons, bien entendu, qui sont quelques-uns impliqués et appliqués en France. Ces programmes ont eu moins de succès en France parce que précisément les milieux professionnels concernés, du côté du social et même de l'éducatif, ont beaucoup résisté en disant que on ne pouvait pas mettre en œuvre ces programmes sans tenir compte des particularités culturelles qui sont les nôtres et aussi de l'idée que s'il fallait construire des programmes, il faudrait au moins qu'ils soient conçus dans notre propre contexte et qu'on n'applique pas des modèles qui ne correspondent pas aux interactions que ont déjà mis en œuvre des professionnels à l'égard des parents. Donc là, il y a eu une forte résistance qui a connu son acmé à l'époque de la production du rapport de l'INSERM qui avait fait un état des savoirs sur justement la capacité préventive d'identifier à l'école, y compris maternelle, des comportements d'enfants qui pouvait laisser entrevoir des comportements à l'adolescence qui seraient problématiques. Autrement dit, avions-nous des preuves de notre capacité de prévenir les comportements délinquants en observant des enfants à l'école maternelle et au primaire? Et on a eu toute cette mobilisation dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque, en 2005, qu'on a intitulé Pas de zéro de conduite, et non pas de zéro de conduit, pas de zéro de conduite, qui correspondait précisément à cette résistance des milieux professionnels, à cette logique de prévention susceptible de s'appliquer aux enfants. Donc, on peut dire que la politique publique en matière de soutien à la parentalité s'est construite avec un véritable champ de lutte idéologique. Il est très difficile de s'y reconnaître tant il y a, au fond, de désaccords entre des mesures qui sont pour les unes universalistes, toucher tous les parents, et une réalité qui est tout autre, qui correspond davantage à un ciblage sur les parents à problème. Donc là, première contradiction ou première, disons, tension. On a toute une série de mesures et de conseils qui sont orientés vers la promotion des parents, l'aide et le soutien, et d'autres qui sont plutôt avec une logique de contrôle, voire même de punition.
On a donc ceux qui défendent l'empowering des parents, la capacité d'agir des parents, l'amélioration de cette capacité d'agir, versus des dispositifs qui sont tout à fait orientés vers la prévention de la délinquance. On a aussi une tension entre les initiatives de la société civile, y compris des initiatives prises par des parents eux-mêmes pour collectiviser au fond cette préoccupation, versus des initiatives qui sont prises par les autorités publiques et avec parfois des difficultés de dialogue entre les deux. On pourrait dire qu'à cet égard, l'école est un peu prise au milieu de cette bataille et au milieu de ces tensions. Ces luttes partisanes sont donc très sensibles au calendrier politique, puisque quand les acteurs politiques s'emparent de cette question du rôle des parents ou des déficits de leur capacité éducative, on peut tomber sur des moments où précisément le politique dit que les parents sont la cause principale des problèmes. On en a eu bien sûr toutes sortes d'exemples avec les émeutes de l'été 2023 au cours desquels un ministre de la Justice a dit mais que font les parents? Il faudrait qu'on leur apprenne à se comporter comme il faut parce que précisément après c'est la police et la justice qui sont obligés d'agir à leur place tant ils ont été incompétents, tant ils ont été défaillants. L'idée qu'il faille d'ailleurs sanctionner les parents défaillants a été sur la bouche du gouvernement d'ailleurs qui a disparu avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais l'idée qu'il faut punir les parents quand ils sont incapables, elle est évidemment très vite sur la bouche des pouvoirs publics parce qu'on pense que c'est la source de la plupart des problèmes. Donc, on peut repérer ça en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en France et dans beaucoup d'autres pays du monde. Quand ça va mal, quand il y a des problèmes, on peut se tourner vers les parents qui seraient la source principale et première de tous ces problèmes que nous avons à résoudre et que vous avez également à résoudre, y compris à l'école. Du coup, on a toute une série de matrices d'idées dans lesquelles on puise pour alimenter cette lutte, on pourrait dire idéologique, de perspective sur ce qu'il faut faire en matière d'accompagnement des parents et qui fonctionne à l'échelle européenne. Il y a toute la matrice d'idées qui vient du droit des enfants. Donc là, c'est la question de la promotion et de la reconnaissance des droits propres des enfants qui peut aller jusque, bien entendu, à border et limiter le droit des parents, c'est-à-dire l'idée de la responsabilité parentale et de ce qui doit être limité parce que précisément, de temps en temps, pour garantir le bien-être des enfants, il faut les protéger de leurs propres parents. Donc il faut construire des droits propres des enfants qui ne sont pas juste des adultes en devenir. Non, les enfants ont des droits propres et qui commencent dès leur naissance. On a une autre matrice d'idées qui vient de l'idée de l'intégration sociale, du rôle de la société civile et du rôle des interventions communautaires qui visent justement à augmenter cette capacité d'agir des parents, l'empowerment des parents. On a en versus tout ce qui est la matrice d'idées qui vient de la question de l'exclusion et justement du déficit des parents, du parenting déficit qui impose dans cette logique de contrôler, de cibler et éventuellement de rééduquer du point de vue comportemental, voire même de punir ceux qui sont en incapacité de faire correctement leur travail. Dans une version plus positive, on pourrait dire lutter contre la pauvreté des parents, c'est lutter contre des contextes de pauvreté qui peuvent transformer et compromettre la socialisation des enfants. On a une autre matrice qui vient de la santé publique, qui, elle, est très profondément enracinée dans la construction de l'État social, qui s'appelle précisément l'éducation, la promotion de la santé, la protection du nouveau-né, la protection maternelle et infantile, tout ce que l'on a conçu pour précisément éduquer les mères à leur propre rôle, veiller à l'hygiène, veiller à l'apprentissage de ces actes élémentaires qui garantissent au moins la santé physique et parfois même psychique des enfants. Et puis on a toute une autre matrice qui s'est beaucoup développée du côté de la psychologie positive et même du côté de la neuropédiatrie, ou disons de l'emprunt par des acteurs de l'accompagnement des parents de travaux de neurologie pour essayer de montrer à quel point la construction
neurologique de l'enfant, cette petite connectique cérébrale du début de la vie, est fortement influencée par ce contexte que donnent les parents et même des interactions mère-enfant dès le plus jeune âge et même dès la grossesse. Et on voit bien que dans l'usage des travaux de neurologie ou de neurosciences appliqués à la parentalité, on trouve des sommations littéralement des mères à agir de telle ou telle manière pour garantir que leurs enfants se développent bien et grandissent correctement. On pourrait dire qu'on fait rentrer littéralement la science sous la peau des mères quand on leur demande par exemple de prendre du plaisir au moment où elles allaitent leur bébé, car si elles ne prennent pas du plaisir à allaiter leur enfant, eh bien elles vont probablement faire passer via toutes sortes de messages qui sont pratiquement des messages biologiques, des éléments qui pourraient compromettre la bonne connectique cérébrale de leurs propres enfants. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors maintenant, passons aux controverses et à ce qu'on pourrait appeler le contexte dans lequel on est aujourd'hui quand on entend parler de parentalité dans la presse, à la radio, lorsqu'on entend parler les acteurs politiques de ces questions, on tombe sur toute une série d'affrontements qui rendent les parents complètement d'ailleurs agnostiques sur ce qu'il faut faire, comment se dépatouiller dans cet univers de lutte. D'abord, insister sur une première question qui, pour les sociologues et pour le sociologue que je suis, était une question importante, c'est-à-dire la question du déterminisme social. Dans ma formation, moi j'ai bien sûr entendu beaucoup parler, et vous aussi sans doute au cours de la vôtre, de cette question de la reproduction sociale des inégalités d'une génération à une autre, du fait du travail de socialisation qu'opèrent les parents qui font incorporer toute une série d'habitus. On pense bien sûr à tous les travaux de Bourdieu et de tous ceux qui ont continué à travailler dans sa perspective et qui montrent qu'il y a bien une sorte de réparation littéralement à la reproduction sociale des inégalités du fait de ces pratiques de socialisation. Quand Bourdieu et Passeron travaillaient sur ces questions, il disait en particulier, dis-moi quel est le niveau de diplôme de ta mère et je te dirai jusqu'à quel point tu pourras performer à l'école, tant au fond le travail de socialisation des parents est la meilleure garantie de la réussite scolaire, puisque les parents enseignent aux enfants ce qu'il faut pouvoir faire à l'école avant que l'école commence à elle-même travailler. Au fond, l'école reconnaîtrait ceux qui savent déjà et ne saurait pas trop quoi faire des autres. Donc ça, c'était la vision que l'on pouvait avoir de ce déterminisme social. Aujourd'hui, on est peut-être entré dans une autre forme de déterminisme qu'on pourrait appeler un déterminisme parental. Et ce déterminisme parental, il a tendance à regarder le verre à moitié vide en disant que le déficit de compétences parentales pourrait même être la cause de tous les problèmes de santé mentale des enfants, de difficultés éducatives à l'école, des comportements antisociaux, les conséquences destructrices de cette mauvaise parentalité produisant leurs effets tout au long de la vie d'un individu. C'est en tous les cas là un extrait que je traduis d'un ouvrage de Frank Furedi qu'il a appelé le Paranoid Parenting, publié en 2001. C'est un ouvrage qui n'a malheureusement pas été traduit, mais dans lequel il défend cette idée de déterminisme parental et il défend cette idée que on individualise cette question et que on psychologise toutes sortes de problèmes publics en oubliant que la source n'est pas nécessairement le travail parental, mais plutôt le contexte dans lequel les parents exercent leur propre rôle, la condition parentale elle-même. Voilà. Euh, donc on a là des idées de ces controverses et on voit que aujourd'hui ces controverses sont particulièrement virulentes puisque par exemple l'insistance qu'on apporte à ce qui se passe dans les 3 premières années, les fameux 1000 premiers jours du rapport Cyrulnik,
dans lequel, je le rappelle, la commission Cyrulnik, qu'on appelle commission Cyrulnik, n'a été composée que de psy, de neurologues, de représentants de la parentalité positive, et il n'y avait pas ni d'historiens, ni de politistes, ni de sociologues, pas de démographes, pas de sciences sociales à certains égards, mais une insistance véhémente sur les 3 premières années, tant le ratage du début pouvait être la source de tous les problèmes de la suite. Or, je crois qu'on oublie les éléments de contexte dans lesquels se fabriquent ces 3 premières années, et on a tendance à surinvestir ces 3 premières années dans une logique d'investissement, convaincu du fait que si on investit dans ces 3 premières années, et en particulier qu'on veille à l'investissement parental, on a une chance que les problèmes diminuent. Mais ça, c'est se détourner des contextes dans lesquels, je le rappelle, les parents exercent leur propre rôle. Depuis 2 ans, on a eu également toutes ces controverses entre psychanalystes, pédiatres, neuropédiatres, neurosciences affectives, parentalité positive, etc. Et sur cette fameuse polémique entre parentalité positive et enjeu des violences ordinaires, ou au contraire, expression de l'autorité des parents, avec ce terme de time-out repris du monde sportif pour dire il faut border l'enfant, il faut limiter l'enfant quand il est insupportable, quand d'autres disent non, la bienveillance et la parentalité positive ne peut pas tolérer ce genre d'attitudes éducatives qui sont une première marche vers des violences ordinaires à l'égard des enfants. J'ai pratiquement terminé. Je vais donc évoquer encore une fois ces interventions précoces, ces visions du rôle des neurosciences, cet excès de concentration sur ces problèmes. Euh, Encore une fois, amnésie. On ne veut pas reconnaître dans cette focalisation de l'attention sur les interventions précoces et les neurosciences affectives que aux États-Unis, euh, ce même fantasme a été développé dans les années 80, 85, 90, et ont donné lieu à un premier ouvrage critique qui a mis du temps à être traduit en France, d'un représentant particulièrement informé des travaux de neurosciences, qui s'appelle John Bruer, et qui, voyant se développer ces travaux importants de recherche sur les modèles animaux, de recherche de neurosciences importants, des résultats au développement humain dont les neuroscientifiques n'avaient jamais prétendu avoir la preuve, tant il fallait être précautionneux. Donc, John Bruer, président d'une des fondations les plus importantes du financement des neurosciences aux États-Unis, écrit ce bouquin qu'il appelle Le mythe des 3 premières années, dans lequel il dit attendez, attendez, attention, attention, pourquoi allons-nous si vite en besogne en faisant un usage politique de travaux qui sont simplifiés par le débat public et qui donnent lieu à des politiques publiques, alors que les neurosciences n'ont jamais été jusqu'à dire qu'il fallait faire ceci ou cela. Donc, on a mis, nous, beaucoup de temps, puisque si ce débat est déjà critique dans les années 90 aux États-Unis, nous, dans les années 2010-2020, on lance un rapport sur les 1000 premiers jours, où on reproduit exactement le même genre de défaillance, en essayant de donner l'impression que les interventions précoces et le neuroparenting, c'est-à-dire du parentage contrôlé par le travail, des résultats des neurosciences, c'est-à-dire au fond conseiller les parents sur des connaissances importées des neurosciences pour prétendre qu'on peut les amener à agir plus correctement, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, et que critiquent des travaux du monde anglo-saxon quand nous sommes en train de nous lancer dans cette direction. Donc, attention à ces conclusions hâtives. Les questions qui me restent pour bientôt terminer sont donc, est-ce qu'on est en train de connaître un nouveau régime de parentalité ou un nouveau mode de régulation du travail parental?
compte tenu de ce que je vous ai dit, il me semble qu'il faut réaliser qu'il y a des formes de continuité, mais aussi des nouveaux contextes. Les formes de continuité, c'est l'idée qu'il faut éduquer les parents à leur propre rôle, tout en même temps que l'on est dans un contexte dans lequel on veut renforcer l'investissement parental et même considérer que si les parents investissent fort leur rôle, on a une chance d'éviter des problèmes collectifs dans le futur. Cet investissement parental qui justifie l'intensive parenting, comme on dit aujourd'hui, la parentalité intensive, oubliant le fait que dans cette parentalité intensive, il y a parfois du trop. C'est-à-dire, non seulement il faut que les parents fassent beaucoup, mais il faut qu'ils ne fassent pas trop. Car les parents qui en font trop peuvent créer des enfants également brisés ou abîmés ou en souffrance. Donc, vous voyez à quel point les parents sont au milieu d'une sorte de double bind, ne pas faire assez, ou au contraire, en faire trop. Donc là, je pense qu'il y a des réflexions à mener. Une chose sur les cultures de parentalité. Ça a été un peu dit dans l'intervention tout à l'heure. Je pense que ça n'est pas nécessairement un défaut que d'avoir une approche culturaliste. Regardez ce qui s'est dit sur ces écarts de modèles parentaux du fait des aires culturelles d'origine, du fait des trajectoires migratoires. Comment peut-on penser qu'il n'y a qu'une seule manière de concevoir son rôle dans toutes ces aires culturelles et dans toutes ces trajectoires migratoires. Comment éviter d'essayer de ne pas imposer abruptement un modèle qui serait le modèle des comportements parentaux adéquats des couches moyennes éduquées françaises à des personnes qui, par exemple, sont des réfugiés syriens ou afghans et qui se trouvent propulsés dans notre monde, si on peut dire, sans tenir compte des écarts et de ce qu'il faut essayer de mettre en discussion pour éviter simplement d'imposer brutalement ou de disqualifier intégralement ce qui était des modèles qui avaient été conçus et perçus comme les seuls modèles de référence de ces populations. Donc là, il faut tenir compte de cela. Et de la même manière, pourquoi ne pas parler des cultures qui varient en fonction des classes sociales? Bien entendu, on le sait depuis longtemps, il y a des cultures parentales différentes. Et là, je renvoie au travail qui vient d'être traduit, et c'est très heureux. D'ailleurs, un des profs que vous avez, je crois, à l'INSPE de Lille, ben, je crois pas, j'en suis sûr, qui est un collègue avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, Kevin Dieter, a contribué à la traduction de ce fameux bouquin de Annette Larraux, des enfances inégales, et dans lequel elle montre le contraste saisissant entre ce qu'elle appelle concerted cultivation, c'est-à-dire des modèles parentaux où alors la traduction qu'ils ont choisi de faire, c'est mise en culture concertée, qui serait dominante dans les couches moyennes et supérieures, et qui se traduit justement par cet investissement dans le capital culturel de l'enfant, en valorisant ses compétences, en valorisant ses talents et en contrôlant toutes ses activités. Il faut qu'il fasse du sport, de la musique, qui soit gorgé d'activités jusqu'à, grâce à ce contrôle parental intense, essayer d'investir dans ce capital humain en fabrication, versus ce qui se passe dans les couches populaires, où on fait plus confiance à la pousse naturelle de l'enfant, ce qu'elle appelle l'accomplishment of the natural growth, la croissance naturelle, et qui veut dire que on valorise au fond l'idée que les parents font eux-mêmes leurs propres découvertes. Du coup, on laisse l'enfant plus libre à partir du moment où il respecte le cadre prédéfini par l'adulte, qui est contrôlé d'une autre manière par l'adulte, mais qui n'est pas une logique d'investissement parental intense. On a donc bien des modèles où il y a toujours un investissement dans l'enfance de la part des parents, mais où euh, comment dire, les choses ne se passent pas de la même manière dans tous les milieux sociaux.
Voilà pour conclure cette préoccupation que nous devons avoir, à mon avis, entre ce problème de double bind de la parentalité, où on demande aux parents de n'en faire ni trop peu et juste ce qu'il faut, et surtout d'éviter ce double écueil. Donc, je crois que nous sommes un peu là-dedans et qu'il faut, en tous les cas, dans les relations qu'entretient l'école avec les parents, bien penser à ces cultures de parentalité qui sont beaucoup déterminées par la condition des parents, j'appelle condition parentale, les contextes dans lesquels les parents exercent leur propre rôle, en fonction de leurs conditions de travail, de leurs conditions d'habitat, de leurs horaires de travail, de leurs déplacements, de leurs ressources économiques, de leurs ressources sociales. Tout cela fait que tous les parents ne sont pas du tout également pourvus pour assumer leur propre rôle et que c'est de cela dont on doit davantage parler plutôt que de responsabiliser les parents sans tenir compte des éléments de contexte, en oubliant, au fond, cette condition parentale extrêmement variée, que ces inégalités sont la fabrique de nos interactions comme enseignants ou comme professionnels de l'enfance et de la famille avec les parents. Merci beaucoup et j'attends avec impatience vos questions. Y a-t-il des questions? Oui. Ah oui. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette intervention. J'ai une question plutôt sur le début de votre présentation, et notamment vous avez parlé du fait que vous étiez plus axé sur les politiques publiques en temps normal. Comment les pouvoirs publics peuvent prendre en charge la nouvelle inégalité créée justement la massification scolaire et le besoin de temps plus important de diversifier son parcours et de se démarquer, et l'importance qu'a la parentalité et le rôle des parents dans le fait de créer cette stratégie scolaire de démarcation, de distinction, pardon, et comment les pouvoirs publics peuvent prendre en charge donc cette inégalité et on va dire d'accès au capital scolaire, capital de ce qui est légitime scolairement, de ce qui est valorisé. Voilà, comment ils peuvent prendre ça en charge, et merci encore. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si je suis en position d'ailleurs de trouver toutes ces solutions, tant elles impliquent un nombre d'acteurs considérable. Mais j'ai souvent coutume de dire, une des choses que l'on peut commencer à faire, c'est déjà d'agir sur ce sentiment de pression scolaire qui crée ce système anxieux, me semble-t-il, dans les interactions enfants, parents, enseignants. Tant au fond, on a des parents qui sont très préoccupés, en particulier dans le contexte où nous sommes, contexte de risque de déclassement. Moi, je suis d'une génération qui a connu l'ascenseur social, et peut-être que dans cette salle, il y en a quelques autres qui ont connu ce contexte, où on avait beaucoup de garanties d'avoir euh, un niveau de réalisation professionnelle, sociale supérieur à la condition de nos propres parents, alors que nous sommes dans une situation pratiquement inverse aujourd'hui, où les baby-boomers ont des jeunes adultes dont ils se demandent s'ils pourront avoir un niveau équivalent à celui qu'ils ont atteint eux-mêmes. Donc ce contexte fait qu'il y a une très forte préoccupation sur la performance et la réussite à l'école. Et je crois que cette interaction fait que les enfants sont plus stressés avec cette question de la performance à l'école, au moins pour une grande partie d'entre eux. Les parents sont plus stressés sur le fait que la performance à l'école soit bien atteinte, et on a des enseignants qui eux-mêmes sont poussés et pressés sur la proportion des élèves qu'ils vont amener à la bonne performance. Et ce système est un système qui génère énormément d'attentes et énormément de pression. Donc si on pouvait donner un message, je pense qu'en effet, ce serait un message sur baisser la pression. Baisser la pression, éviter de donner la sensation que si quelque chose se manque à ce moment-là, il va falloir admettre qu'il y aura de la perte et que ceux qui n'auront pas réussi à faire dans le temps donné et à l'âge prévu
la performance nécessaire, alors il n'y aura pas de futur. Parce que ça, c'est en effet ce qui, aujourd'hui, génère le plus de mal-être. Mal-être à l'école, mal-être chez les parents et mal-être dans l'interaction parent-enfant. Quand j'entendais vos remarques tout à l'heure sur des enseignants qui se demandent si ceux qu'ils auraient besoin de rencontrer finiront par venir aux réunions parents d'élèves alors qu'ils sont confrontés depuis la maternelle à l'idée qu'ils ne vont avoir contact qu'avec les parents qu'ils n'ont pas besoin de voir et qu'ils n'auront pas de contact avec ceux qu'ils auraient besoin, avec lesquels ils auraient besoin d'échanger, c'est la preuve, une fois de plus, que ce qui sépare un certain nombre de parents de l'école, c'est l'idée qu'ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'ils ne sont pas assez bons comme parents pour amener à la réussite. C'est ça qu'il faut absolument essayer d'endiguer. Il faut réussir, si j'ose dire, à ce que vous avez appelé la coéducation, à collectiviser ces questions en montrant que il n'y a pas qu'un seul modèle, mais qu'en revanche, nous avons tous une cause commune qui est une cause générationnelle. Une génération d'adultes se demande comment contribuer, socialiser, mais comme génération, pas seulement comme parents, hein, comme génération, ceux qui entrent dans le monde d'après. Vous comprenez bien que cette vision-là, elle est plus ambitieuse, elle est plus exigeante, mais elle est aussi plus politique. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité d'adulte sur la préparation du monde qui vient. Et la socialisation, si je simplifie beaucoup bien entendu, c'est au fond de savoir ce que la nouvelle génération va conserver de l'ancienne. Et rien n'est pire que les moments de notre histoire où une génération s'est dit il faut jeter tout ce que les parents nous ont appris avec l'eau du bain, parce que justement, ils n'ont fait que des erreurs. Et nous devons créer un ordre nouveau, un monde nouveau. Cette idée qu'il n'y a rien à garder. Et en même temps, bien entendu, on ne peut pas s'arrimer à l'idée contraire et tout aussi négative qu'il faut reproduire à l'identique sans rien modifier, en veillant à ce que la nouvelle génération soit exactement modelée à l'image de la précédente. C'est un écueil tout aussi périlleux. Donc, la socialisation, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse. Et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse, ça ne peut se faire que dans un dialogue extrêmement nourri entre une génération d'adultes et la génération qui vient. Et effectivement, dans ce contexte, j'ai envie de dire, les enseignants jouent un rôle primordial. Donc, une des réponses à votre question, je crois que c'est comment font les pays dans lesquels ça se passe mieux, cette interaction parents-école. Eh bien, nous avons toutes sortes de pays dans lesquels on peut dire oui, la place donnée à l'évaluation est différente. La place des parents au sein de l'école est différente. La place donnée à des activités de découverte du monde plutôt que de performance à l'école est différente. Une des choses que montrent un certain nombre de travaux, c'est que les parents qui parviennent à avoir un dialogue avec leurs enfants d'âge scolaire, j'entends beaucoup au collège en particulier, de découverte du monde, est peut-être plus important que d'accompagner le travail scolaire. Autrement dit, il ne faut pas redoubler le travail scolaire comme étant l'interaction à privilégier entre parents et enfants. Non, il n'y a pas besoin de redoubler l'école à la maison. Ce qu'il faut, c'est peut-être de faire découvrir le monde autrement et de peut-être laisser pénétrer cette même idée à l'intérieur de l'école. Peut-être de faire en sorte qu'il n'y ait pas que l'application d'un programme extrêmement dense qui ne laisse aucune espèce de forme de respiration. Le lieu de la respiration à l'école, il a lieu encore un peu au primaire, mais il tente à disparaître au collège et c'est peut-être une des questions qu'il faudrait réintroduire. Quels sont les espaces dans lesquels on n'est plus dans l'apprentissage de savoir, mais peut-être de connaissance du monde dans lequel nous sommes. Et Dieu sait qu'il est préoccupant. Donc ça, je pense que ce sont des éléments de réponse. Ça ne fait pas un programme de l'éducation nationale, mais ça fait peut-être des stratégies sur les bonnes pratiques du point de vue des interactions parents-école dans d'autres pays. Bien sûr, on se tourne souvent vers les pays nordiques.
les contre-exemples des pays où la pression scolaire est maximale et qui sont susceptibles de générer des symptômes. J'ai parlé du Japon et des hikikomori. On peut parler d'ailleurs des hikikomori aussi bien en Corée du Sud, là où la pression scolaire est absolument maximaliste et où les échecs de la performance à l'école liée à cette surpression scolaire donne lieu à des formes de pathologie et d'épidémies tout à fait préoccupantes et inquiétantes. C'est sûrement pas le chemin qu'il faut suivre. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Bonjour, merci pour votre intervention. Je crois que nous sommes plusieurs à avoir effectivement acquiescé au moment où vous avez parlé effectivement de politique, puisqu'effectivement le sujet l'est éminemment. Du coup, moi, en tant que fonctionnaire d'État, qui suis censé suivre des programmes et des injonctions du ministère, mais qui par ailleurs rejoint complètement vos propos sur le fait de devoir changer de modèle de réussite ou en tout cas d'en proposer plusieurs, je me dis mais comment on vit notre métier au quotidien, sachant que pour l'instant les personnes qui décident des programmes ou qui agissent pour la réussite des élèves, malgré effectivement voilà le mot égalité sur le fronton de la République, ne font que reproduire que des systèmes qui leur réussissent à eux. Et quand on parle effectivement de l'évaluation, etc., et des modèles de réussite qui font toujours référence à certains critères, comment on fait pour avoir des élites, des décideurs qui intègrent d'autres notions, et puis surtout comment fait-on en tant que fonctionnaire devant obéir et en même temps citoyenne pour régler ce conflit d'intérêts. Merci. Oui, vous voyez bien qu'on est entre nous et je pense que nous sommes d'accord sur tellement de points que la question c'est plutôt comment convaincre ceux qui ne pensent pas de la même manière la nature profonde des problèmes que nous avons à résoudre. Et là, on tombe bien entendu sur l'idée de l'ouverture. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous manque, c'est de publiciser et de faire partager un plus grand nombre des idées qui désindividualisent et collectivisent les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'ai la sensation que sur cette thématique de la parentalité, le réflexe qui quand même domine, c'est celui de la défausse des pouvoirs publics sur ce que les parents feraient mal et qui pose des problèmes au collectif. Alors que une des questions qui est posée, c'est plutôt en quoi et collectivement nous n'épaulons pas suffisamment ce travail collectif que réalisent à la fois des agents publics et les parents eux-mêmes. Donc je pense qu'un des chemins, c'est en effet de créer les conditions de ce dialogue entre ces agents publics et la communauté des parents, si on peut dire. Comment trouver les chemins, comment augmenter. Alors ça a été dit tout à l'heure, ça a l'air anecdotique, mais peut-être que ça commencera comme ça. Arrêter de les convoquer et de les inviter, c'est-à-dire de faire en sorte de montrer et de faire mieux connaître à la fois la condition des enseignants dans leur travail, du quotidien à des parents, pour que ces parents cessent de s'imaginer un monde enseignant qui n'est pas le quotidien de ces enseignants. C'est-à-dire de fantasmer d'une certaine façon ce monde du travail de l'enseignant, de prendre la mesure de ce qui est à résoudre dans ce travail. Et réciproquement, pour les enseignants, de réaliser le gap qui sépare, on pourrait dire, ceux que vous n'avez pas besoin de voir tant vous savez qu'ils sont dans la logique qui est privilégiée pour l'instant, c'est-à-dire la performance, la course et la réussite, et qui vont tout faire pour faire cet investissement dans le capital humain qu'est leur propre enfant, et de faire prendre conscience qu'il y a aussi d'autres trajectoires.
c'est-à-dire de faire prendre conscience de ce monde qui se côtoie à l'école et qui n'est pas aussi homogène qu'on voudrait bien le croire. Donc il faut baisser cette vision complètement caricaturale de ce qu'est le travail à l'école et de ce qu'est le travail parental pour montrer qu'il y a d'autres façons. Si nous mettons en discussion cela, peut-être avons-nous des chances de faire en sorte que ces idées toutes faites, extrêmement conformistes, de nos décideurs publics qui disent, dans un cas pour les parents, bah, il faut punir ceux qui fonctionnent mal, et pour les enseignants, eh bien, il va falloir durcir les traits parce que, par exemple, un enfant qui ne fait pas les acquisitions au bon rythme, on va le faire rempiler. Alors que le redoublement a été perçu par un très grand nombre d'enseignants comme un modèle qui ne produit pas de bons effets, en tous les cas pas de bons effets du point de vue, par exemple, de la souffrance qu'éprouvent un certain nombre d'élèves. Faire durer la mauvaise expérience scolaire à des enfants qui l'ont déjà plutôt mal vécu, ça n'est pas nécessairement le meilleur chemin qu'on imagine. Donc, qu'est-ce qu'il faut aménager? Qu'est-ce qu'il faut faire autrement? Il me semble que c'est dans la discussion que ça opère. Et c'est ça qui me désespère de temps en temps, c'est qu'on a l'impression que les idées les plus rétrogrades, qui n'ont pas fonctionné dans le passé, continuent de reprendre du terrain et de regagner des esprits, y compris chez un certain nombre d'acteurs politiques, simplement parce qu'ils sont convaincus que plus on est conservateur, plus on fait comme avant, et plus on a une chance de préparer le monde qui vient. Mais quel manque de discernement! Ça, c'est tout à fait catastrophique. C'est un peu comme les bébés qui s'agrippent à leur mère quand on leur montre le monde qui vient, justement. L'agrippement, c'est-à-dire avoir peur de ce qui vient. Mais si nous voulons éviter d'avoir peur, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on fait là, c'est-à-dire de s'agripper à c'était mieux avant. Non, c'est prendre la mesure de ce qui vient précisément en disant ben, nous devons, mais collectivement et non pas individuellement, trouver dans la discussion les meilleures solutions pour non pas simplement le programme de l'éducation nationale, mais les pratiques de l'éducation nationale. Moi, je fais confiance quand même aux agents. Bien sûr, ils sont sous la pression de leur programme. Bien sûr, ils sont sous la pression de leurs conditions matérielles quotidiennes de travail. Mais c'est ça qu'il faut donner à voir. C'est ça qu'il faut faire comprendre à l'ensemble de la communauté. Donc moi, je suis très content quand il y a de très bons films sur ce qu'est le travail à l'école, quand il y a de très bons documentaires sur ce qui se passe dans les classes, quand il y a en fond des immersions. Et ça, je crois qu'il faudrait que les parents puissent avoir des moments d'immersion. Je n'ai jamais aussi bien compris, par exemple, ce qu'était le travail à l'école maternelle qu'en ayant été moi-même dans une salle de petite section avec des agents qui faisaient leur travail quotidien. J'ai compris, comme il faut qu'on comprenne, ce que ça signifie, en effet, que d'avoir des enfants tout petits avec très peu d'adultes et un enfer de bruit et de pagaille et de nombre d'interventions quotidiennes, enfin à la minute, c'est absolument insupportable. Je sortais de ces journées en me disant mais comment peuvent-ils tenir une semaine à ce rythme-là? Mais il faut que les gens comprennent comment ça se passe en vrai. Pourquoi, en effet, la préscolarisation, c'est fondamental, mais qu'il faut changer les conditions quotidiennes. Plus vous allez augmenter l'effectif de ces classes de petites sections, plus vous allez faire sauter la banque. Parce qu'ils n'y arriveront pas. On ne peut pas faire comme si ça pouvait se passer en augmentant les effectifs, alors qu'on n'a pas augmenté le nombre d'adultes en présence. Ça n'est pas possible. C'est juste matériellement insoutenable. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire comprendre. Il faut faire comprendre. Et c'est la même chose après dans les effectifs, dans les classes. Donc, il faut travailler de cette manière. Donc, je pense qu'il faut faire remonter du terrain, remonter le plus que vous pouvez, et pas seulement sur un mode revendicatif, mais sur un mode immersif. Venez dans nos classes, regardez, ou participez à une action où on est en effet
un certain nombre d'adultes en situation réelle. Si on faisait ça un peu plus souvent, je pense que les parents modifieraient un peu leur vision du monde et peut-être réaliseraient que des choses auxquelles ils peuvent contribuer, autres que l'accompagnement l'école après l'école, peuvent servir à préparer l'interaction parent-école. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Il est tard. L'INSP ferme, effectivement. Oui, et moi aussi. On va juste vous donner quelques informations complémentaires. Je passe la parole à Florène. Oui, vous dire, puisque du coup, ça fait écho à ce qui a pu être évoqué dans la conférence, notamment de Claude Martin, le fait qu'on ait un podcast à l'INSP du coup de Lille qui s'appelle Puzzle au pluriel, qui se retrouve sur YouTube, mais aussi Spotify et Deezer, où on interroge en fait nos collègues sur des questions d'actualité et où notamment du coup un de nos collègues, Jean-François Condette, qui est historien, intervient sur la question de l'école dans son rôle ou non d'ascenseur social et son évolution au travers du temps. Un complément aussi, puisqu'on a invité le collègue Kevin Dieter, que citait Claude Martin tout à l'heure, qui est sociologue, qui là, du coup, couvrait des travaux plus spécifiques autour de la vision de l'avenir chez les lycéens, une enquête qui avait été menée notamment avec Claude Martin au moment du confinement. Voilà. Je vous signale d'ailleurs qu'avec Kevin, nous publions en mars 2025 un ouvrage qui, pour l'instant, va d'abord avoir sa version anglaise, qui s'intitule Bien-être à l'école. Un problème social, donc sa version anglaise, et la version française sortira probablement en juin aux éditions Willet. Donc il va être dans les deux langues et je suis très heureux que cet ouvrage qu'on a dirigé ensemble vous donnera à voir d'ailleurs la situation dans beaucoup d'autres pays, Australie, Canada, Angleterre, États-Unis. Donc c'est vraiment un bouquin qui nous a beaucoup occupé, tenu à cœur. Ça a mis beaucoup de temps à sortir, mais ça y est, il va sortir et on utilise des données de l'OCDE en particulier des données PISA sur justement ces questions de mesure du bien-être à l'école et comparaison des situations dans différents pays. Donc je vous invite dès qu'il sera en version française à regarder. Normalement, il devrait être en ligne aussi, donc ce sera un bouquin accessible. Le bien-être à l'école, un problème social. Très bien, merci. Il me reste à remercier nos deux conférenciers parce que sans eux, ça serait impossible. Je remercie le public d'être venu en fait ce matin. C'est important pour les conférenciers et puis nous, ça nous fait plaisir. Je remercie également Guillaume du point de vue de la logistique. C'est toujours aussi top, Guillaume. Merci beaucoup. Et je remercie Florène et Dorina qui organisent tout en fond, qui font un travail formidable à la fois dans le choix des conférenciers qui est concerté, mais aussi en fait pour tous les déplacements. Elles sont vraiment top également. Vous avez remarqué, top est mon mot. Je vous rappelle juste que le prochain rendez-vous que nous avons, c'est le samedi 7 décembre sur les inégalités sociales et spatiales et les enjeux pour favoriser la réussite des élèves. Je vous souhaite un bon week-end. Merci encore. Vous avez été top en termes de questions. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci.